Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté de participer à notre série de reportages mettant en lumière différents profils de femmes cominoises inspirantes. Nadine Salambier, votre regrettée belle-mère, en fait assurément partie. Pouvez-vous nous exposer ses débuts professionnels? A-t-elle immédiatement fondé ses instituts à la sortie de l'école? Alors, bonjour, merci d'avoir pensé à ma belle-mère, c'est un honneur et vraiment, elle serait très heureuse de voir qu'on pense encore à elle maintenant. Alors, comment la décrire? Moi, je la décrirais comme une femme de poigne, une femme d'affaires, une femme de conviction, passionnée, qui était très exigeante avec elle-même, comme elle pouvait l'être avec les autres. Elle visait tout le temps l'excellence, mais elle avait aussi un côté humaniste. Elle est surtout connue à Comines par son institut de beauté et par sa gamme de produits, mais peu de gens savent vraiment qu'elle a dû se battre pour pouvoir être esthéticienne. Son père étant berger, sa maman qui élevait des poules et qui les vendait au marché, vous pensez bien que dans un contexte rural comme ça, le métier d'esthéticienne n'était pas forcément mis en valeur, hein. Ce n'était pas un métier suffisamment dur. Donc c'est un métier qu'elle a quand même longtemps désiré, intensément, et comme tout ce qu'on désire longtemps et intensément, ça conduit à l'amour et à la passion. Donc l'amour et la passion du métier, c'est vraiment ce qu'on peut, comme de la façon dont on peut la définir. Comment évoquer son parcours? Donc elle n'a pas pu directement faire ses études d'esthéticienne, et donc dans un premier temps, elle se marie, elle suit son mari au Congo. Et dans les années 60, avec l'instabilité politique qui règne au Congo, tous les Belges tous les expatriés ont dû rentrer chez eux. Et dans les années 60, donc avec son retour d'Afrique, elle commence ses études d'esthéticienne. En 62, elle est diplômée et elle ouvre son premier institut rue du Fort, ici à Comines, où les soins esthétiques n'ont pas encore l'engouement tel qu'on les connaît au jour d'aujourd'hui. Donc elle excelle vraiment dans tout ce qui est pédicure et fabrication de semelles. Elle était vraiment connue pour ça. En dépit de ça, malgré que les soins esthétiques n'étaient pas la priorité de l'époque, elle continue à faire ses voyages à l'étranger, et durant tous ses voyages en Europe, en Asie, elle rencontre un monsieur qui détient des formules de produits, donc pharmacien, qui travaille chez Chanel, et lui va lui permettre d'ouvrir les portes de la fabrication de ses propres produits. À partir de ce moment-là, elle obtient les licences, ses propres formules, et à partir de là, tout va démarrer. Donc elle pourra se consacrer davantage aux soins esthétiques, et 10 ans plus tard, naîtra un institut qui était vraiment très très renommé à Moucron, et dans la foulée un autre institut à Bruxelles qui recevra notamment des stars de cinéma lorsqu'elles sont de passage à Bruxelles. Donc les affaires vont bien, elle continue à se développer à l'étranger en participant à des formations, à des salons, aussi bien en Asie qu'en Europe. Elle est toujours très concernée par la formation des jeunes esthéticiennes, et c'est tout logiquement qu'elle s'engage dans une association qui s'appelle l'UNEB, l'Union nationale des esthéticiennes de Belgique, dont elle deviendra la présidente en 1985. Donc cette fédération, si vous voulez, elle organise des formations qui répondent aux nombreuses questions des esthéticiennes. Et comme elle en devient présidente, elle arrive à faire passer une loi qui permet un accès à la profession en 93. Donc à partir de 93, on peut dire qu'il y a une réelle reconnaissance du métier grâce à cet accès à la profession, parce qu'avant, si vous voulez, n'importe qui avait fait une petite formation de 10 séances quelque part pouvait mettre sa plaque d'esthéticienne en 93. Donc c'est un diplôme qui est reconnu et qui va améliorer l'image de l'esthéticienne. Donc là, il y a une vraie reconnaissance du métier. Sa renommée a ensuite été mondiale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Donc, elle devient présidente de l'Union nationale des esthéticiennes de Belgique, elle continue ses voyages à l'étranger, elle fait de nombreuses rencontres, et elle s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe dans les institutions professionnelles dans le monde. Et elle découvre qu'il existe une fédération internationale, l'INFA, donc International Federation of Estheticians,
qui défendent les droits des esthéticiennes dans chaque pays. Et c'est tout naturellement qu'elle entre dans cette fédération, dont elle prendra la présidence quelques années plus tard. On la consulte pour des litiges dans la profession suite à des erreurs professionnelles. Elle continue à vouloir développer une catégorie d'esthéticiennes qui est méconnue, et donc elle va pousser à la formation de ces esthéticiennes-là. Ça s'appelle les socio-esthéticiennes. Alors les socio-esthéticiennes sont des esthéticiennes qui travaillent, qui ont un poste à part entière dans les hôpitaux, qui sont tenues au secret professionnel et qui permettent aux femmes mutilées suite à une chirurgie lourde ou à des traitements chimiothérapiques lourds ou simplement parce qu'elles ont un handicap ou un parcours cabossé dans la vie. Ces socio-esthéticiennes leur permettent de se redonner une image d'elles-mêmes, de créer une petite bulle de bien-être qui est complémentaire aux soins, qui leur permettent d'oublier un petit peu pendant un petit moment la douleur qu'elles ont et leur permettent de redonner une image de soi. C'est par exemple pour les femmes qui ont perdu leurs sourcils, on va redessiner un sourcil en maquillage permanent, le sourcil étant quand même le cadre de l'œil. Donc c'est important. Les femmes qui ont une reconstruction de mamelon, on va essayer de leur redessiner un mamelon en 3D, leur donner une coloration pour que ça se rapproche quand même d'un mamelon naturel. Un tas de choses comme ça. Et d'ailleurs, encore à l'heure d'aujourd'hui, les produits Salambier sont distribués dans certaines cliniques de la capitale. À côté de tout ça, dans la même optique, elle arrive à entrer dans les prisons. Et Dieu sait si c'est très difficile de pénétrer dans les prisons, mais elle voulait connaître le parcours, enfin pas le parcours de ces femmes, mais c'est un milieu où on a peut-être une certaine dépréciation de l'aspect physique. Et donc, elle voulait leur redonner cette envie d'être féminine, même en prison. Donc là aussi, elle envoyait des produits cosmétiques, des produits de maquillage dans les prisons pour redonner confiance à ces femmes. Voilà, donc dans tous ses déplacements, aussi bien en Europe qu'en Asie, elle est allée aussi jusqu'au Brésil. Là, elle a fait un stage auprès d'un pont de la chirurgie esthétique et reconstructive qui s'appelait à l'époque Monsieur Pitangui, vraiment reconnu mondialement, et elle a eu cet honneur de pouvoir le suivre pendant 15 jours. De tous ses déplacements à l'étranger, elle en revient toujours avec une technique ou une plante, et du Brésil, elle revient avec une plante qui s'appelle la fafia, qui entre dans la composition des produits encore à l'heure actuelle. Alors, nous savons que le droit des femmes lui tenait particulièrement à cœur. Elle était notamment investie en Afrique auprès d'une coopérative de femmes travaillant le beurre de karité. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, ayant vécu en Afrique, elle a quand même toujours gardé cet amour de l'Afrique. Et c'est vrai qu'elle adorait y voyager, elle y allait presque chaque année, parce que là-bas, elle a contribué à la création d'écoles, pour donner envie à ces femmes d'avoir leur indépendance, de pouvoir travailler de leurs mains. Et chaque année, donc, donc, comme elle a vécu en Afrique, elle a gardé cet amour de l'Afrique, elle adorait l'Afrique. Et là-bas, elle a contribué à la création d'écoles. Elle est allée donner son savoir-faire pour que ces femmes puissent avoir envie d'entreprendre, envie de devenir les actrices de leur vie, être indépendantes. Et donc, elle allait très régulièrement au Togo, au Bénin, et au Togo, au Bénin. Et au Bénin, elle a rencontré un groupe de femmes qui n'avaient pas d'argent. Leur métier, c'était moudre les noyaux de beurre de karité, mais ces dames n'avaient pas de moulin, n'avaient pas d'argent. Donc ma belle-mère a aidé cette coopérative à pouvoir acquérir un moulin pour moudre les noyaux de beurre de karité. Et
Et donc, ces femmes ont retrouvé un dynamisme, pouvaient à nouveau retravailler. Et encore à l'heure actuelle, le beurre de karité est acheté à cette coopérative par la société Salambier. Alors, comment a-t-elle concilié ce succès professionnel et sa vie familiale? Alors, comme toute femme qui s'investit à fond dans ce qu'elle fait, on met quand même toujours un peu de côté la vie privée. Mais il faut quand même savoir qu'elle était, même en étant absente, c'est quelqu'un qui était toujours présente pour sa famille. On avait n'importe quel souci, elle était présente. Et il faut savoir que son jour à elle, qui était vraiment à elle, c'était le dimanche. Le dimanche, elle n'avait pas besoin de paraître, elle pouvait chausser ses chaussures de marche, son jogging, faire ses grandes balades, et le dimanche était consacré à la famille. Et son autre passion, c'était les animaux. Alors, il faut savoir qu'en 78, avec quelques autres passionnés comme elle, elle a créé la SPA à Comines, qui, là, on peut lui tirer notre chapeau. Ça fait partie quand même des très belles SPA de Comines, de Belgique. Et lorsqu'on va à la SPA de Comines, on n'en sort pas avec le cœur lourd. On voit que les animaux sont bien traités, dans de bonnes conditions, bien hébergés. C'est pas le cas partout, hein. Donc c'est une très belle SPA, et ça donc c'était sa passion. Donc, au final, on peut dire vraiment, pour résumer sa carrière, qu'elle a dédié toute sa vie à sa profession, qu'elle est connue et reconnue encore à l'heure actuelle dans le monde de l'esthétique, pour arriver au Graal, une reconnaissance qui la couronne. Et mon Dieu, ça lui a fait tellement plaisir, pour arriver à être fournisseur officiel, breveté de la Cour de Belgique. Et ça, c'est vraiment une reconnaissance. Merci Nathalie, merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Merci. Avec plaisir.